C'est un réel plaisir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je toussais un peu pendant qu'on commençait cette émission, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci. Kinshasa, Brazzaville, je sais toujours Brazzaville parce que j'ai toujours eu l'impression que Kiné-Brazza, c'est un même pays. En fait, c'est dans la tête, hein. Excusez-moi. J'ai l'impression que le président Félix Tshisekedi et le président Sassou sont tous deux le président du royaume Congo. Je salue tous nos amis du côté de Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso et tous les officiels. En tout cas, merci des appels que nous recevons de l'autre côté. Ça nous va droit au cœur. Président Sassou, clin d'œil. Si seulement... Bizarrement, nos frères et amis de Brazza qui m'écrivaient, qui m'appelaient, j'ai toujours eu l'impression que le président Sassou est notre papa. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité? Faites un clin d'œil au président Denis Sassou Nguesso. Dites-lui que Peter Tienne, il l'aime beaucoup. J'ai l'impression de voir souvent le maréchal quand je le vois. Vieux Dengues. On est resté orphelin du maréchal, on vous a quand même aujourd'hui. Hein? Clin d'œil à vous. C'est un réel plaisir que des Brazzavillois très nombreux nous appellent. Oh, de Gabonais. Une Gabonaise. Elle est influenceuse. Elle m'a écrit. Elle me dit que c'est une fierté pour l'Afrique. Ça commence à venir. J'ai dit à quelqu'un, quand je faisais mes émissions, il me disait toujours qu'il faut titrer sur YouTube en Lingala pour que toute la communauté congolaise te suive. Je lui disais que je ne faisais pas mes émissions seulement pour la communauté congolaise. Je faisais mes émissions pour le monde. Je suis journaliste du monde, mais qui exerce au Congo. Donc si tous ceux qui comprennent la langue française peuvent entendre ce que nous faisons au Cameroun, au Gabon, en France, au Canada, je crois que le message va passer. Il passera, il est en train de passer et c'est un réel plaisir parce que de toutes les façons, avec cette couleur de peau, les problèmes sont assez souvent les mêmes. Hein. Lisez Cheikh Anta Diop, fidèle téléspectateur, pour savoir qui est l'homme noir et sa capacité de faire et d'agir. Si après l'échec, on ne réfléchit pas, on se détruit davantage. Pour arriver à la perfection, il faut quelquefois échouer ou fauter. Mais il faut avancer. Parce que pour mieux réussir, ou pour marcher, on commence par trébucher, on rampe, on se lève, on tombe. On se lève, on tombe. Mais c'est en tombant plusieurs fois qu'on finit toujours par rester debout et avancer. Quand tu tombes une fois, tu abandonnes, tu resteras toujours allongé. Lève-toi et marche. Même le Christ l'a dit. Débat pour la nation commence. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet d'actualité. Vous l'avez demandé. Je vous avais dit que nous allons voir avec nos invités comment faire pour qu'au courant de la semaine, que nous ayons un jour de thème et un jour d'un sujet d'actualité. Mais comme ça enfle, ça souffle, ça demande que la crème de crème du débat politique en République démocratique du Congo parle, s'exprime sur la question, on répond à votre desiderata parce que nous sommes en fait à votre service. Au moins les Congolais diront que quand tout le monde allait à gauche, que tout le monde faisait ceci, il y avait des gens qui s'étaient levés pour hausser quand même le temps. Il y avait des gens qui s'étaient levés pour dire ici, nous avions pris une mauvaise direction, que nous devons partir de cette manière. Il y a toujours des gens qui sortent de l'ordre commun. C'est l'exception qui confirme la règle. Cette exception veut en être, cette émission veut en être une brillante illustration. Du côté de la régie, contrôlez vos téléphones, il y a l'effet Larsen et le son du retour télévision, c'est important. Nous parlons de la réduction du train de vie des institutions. Pourquoi au Congo c'est un tabou de parler du salaire du président de la République? Combien touche-t-il? Combien touche un député? Tolé général Martin Fayoulou, avec son tweet, 21 000 $, plus que les députés américains, plus que les députés européens, Tolé général. On parle de 120 000, 150 000 pour un vice-président de l'Assemblée nationale, au-delà pour un président de l'Assemblée nationale. Les ministres seraient aujourd'hui à environ 40 000 $, mais le fonctionnaire à 200 $, le professeur à 1000, 1200 $, les enseignants sont en train de menacer d'aller en grève, il y a la rentrée scolaire, comment vont-ils rentrer? Les médecins, maintenant que nous parlons, sont en grève, les hôpitaux c'est vide, les professeurs de l'UNIKIN sont en grève. Mais pourquoi cette injustice sociale? Mais au-delà des critiques, au-delà des dénonciations, la particularité de cette émission, c'est des pistes de solutions proposées, parce que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Il est bien de critiquer, il est mieux de proposer pour servir à quelque chose. C'est de la communication.
La communication est un art. Les spécialistes en sont les artistes. Excusez-moi de vous dire que j'en suis un. Sur ce plateau, 4 invités. Les mêmes que vous connaissez, les mêmes que vous avez pris le goût de suivre, les mêmes que vous applaudissez tous les jours, les mêmes que vous commencez à me faire de fleurs parce que leur réflexion est en train de rencontrer vos problèmes. Bienvenue sur ce plateau, Norbert Yamba Yamba, merci. Merci pour l'invitation. Bienvenue. Pati Katanga, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter et merci beaucoup de continuer à informer les Congolais et l'étranger et je salue tous nos téléspectateurs du Congo et de l'étranger. Très bien. Professeur Kalele, bonjour, bienvenue, prof. Bonjour à tout le monde. Très bien. Enfin, Albert Moleka, bonjour, bienvenue. Shalom, Peter. Alors, je reste avec vous, Albert Moleka. Nous avons suivi dans les réseaux sociaux. Oui. Jimmy Kitenge est dans une situation pas très bonne. Ici, je vous pose la question comme aumônier de prison pour ouvrir cette brèche. Vous allez souvent en prison. Est-ce que vous y êtes allé? Chaque dimanche, je sais que vous êtes souvent là-bas. Vous avez respecté les habitudes ou pas par rapport à ceux qui sont là? Comment ça se passe? Comment vont les prisonniers? Merci beaucoup, Peter, pour aborder ce dossier en priorité. Puisque, vous savez, la manière dont le système carcéral est géré vous donne une idée exacte, précise et profonde de l'esprit et de l'âme de la gouvernance d'un pays. Parce qu'un prisonnier, c'est un être vulnérable qui est à votre merci. En fait, vous en faites ce que vous voulez. Et j'étais, comme d'habitude, à la prison dimanche dernier, et après le culte, puisqu'on m'avait fait l'honneur de m'inviter à intervenir, à prêcher dans une des assemblées, et après le culte, je procède à mes visites d'aumônerie, et j'ai tenu à rencontrer Jimmy Kitenge, que je voyais pour la première fois. Je l'ai rencontré. Vous savez, les prisonniers que je considère politiques, c'est-à-dire les prisonniers d'opinion, je me fais toujours un devoir de les rencontrer en présence d'un des directeurs de la prison pour éviter tout équivoque. Mais je dois vous dire que j'ai 28 ans d'aumônerie, donc j'en ai vu des choses pas très reluisantes, mais j'ai été véritablement choqué. Jimmy Kitenge, j'ai dit, c'est la première fois que je le rencontrais, se plaignait auprès de la direction de maux de tête et de vertige qu'il éprouvait. Mais quand je l'ai regardé, vous savez, ça m'a rappelé un épisode en 2012 lorsque l'administrateur général Kalev m'avait appelé la nuit pour que j'aille récupérer Jacquemin Chabani quand il était arrêté. Et le regard que j'avais vu chez Jacquemin cette nuit, c'est le regard que j'ai vu chez Jimmy Kitenge. Le regard de quelqu'un qui sort d'une torture extrême. Vous savez, c'est un regard plus ou moins vide et dans laquelle vous décelez encore cette peur provenant de cette douleur. Et je lui ai posé la question, as-tu été torturé? Puis il a commencé à raconter devant le directeur la manière dont il a été tabassé avec les matraques là, électriques sur la tête, les coups qu'il recevait sur la tête. C'est quand il était à la NER? Quand il était à la NER vers la primature. C'est là aussi que Jacquemin avait été torturé en 2012. Jacquemin Chabani. Et j'ai vu ses mains ici, des blessures qui se sont cicatrisées. Donc il était torturé aussi là, dans les jambes aussi. Et donc il a besoin de soins. Il a besoin de soins. Je sais que l'administration pénitentiaire de Makala a fait son travail dans ce sens-là, mais je fais appel simplement
à l'humanité qui doit encore résider dans, je l'espère, dans le cœur, dans l'âme de nos dirigeants pour qu'ils permettent à Jimmy Kitenge ainsi qu'à tous les prisonniers qui ont besoin de soins d'avoir accès à des soins convenables. Mais je tiens à dénoncer une chose. Vous savez, à l'époque du maréchal Mobutu, le dictateur, que nous qualifions tous de dictateur, la prison de Makala, qui était construite par le colon pour 1400 ou 1500 incarcérés, on n'atteignait jamais ce chiffre. Lorsqu'on s'en approchait, le ministre de la Justice ou son directeur de cabinet descendait sur place et, séance tenante, tous les détenus irréguliers ou illégaux étaient libérés. Sous Mzee Kabila et Joseph Kabila, on n'a jamais atteint le nombre d'incarcérés de Makala qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez à Makala, vous verrez sur le tableau, dimanche, c'était 9158 incarcérés, dont plus ou moins 2000 et quelques condamnés. Donc environ 7000 détenus. Détenus prévenus. Prévenus. Et je peux vous dire, si vous prenez les prévenus, au moins 85% sont des détenus illégaux et irréguliers. Donc des gens qui ne devraient pas être en prison à Makala. Autre chose que je n'ai jamais vue en 28 années d'aumônerie, il y a une section, tu étais à Makala, tu connais le pavillon 8. Oui. Tu as 8A au rez-de-chaussée et 8B. Au-dessus. Qui venait d'être réhabilité d'ailleurs. À l'époque, quand tu entres dans le pavillon 8, tu as une porte pour 8A et les escaliers pour 8B. Aujourd'hui, la porte là n'existe plus, ça a été cloisonné. Il y a une tôle, on n'entre plus là. Ah bon? Et les détenus de 8A, personne ne sait qui c'est. Jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont pas gérés par la direction de la prison. C'est-à-dire, vous nous dites qu'à Makala maintenant, ils sont gérés, au pavillon 8 en bas, les prisonniers qui sont là, ils sont gérés par des services de sécurité. Nous, aumôniers, nous n'avons pas accès à ces prisonniers. Et ça, je tiens à le dénoncer parce que c'est contre tout entendement concernant les droits humains. C'est inhumain. Et projeter cette image d'absence totale d'humanité, vous savez, cela se reflètera bien sûr dans tous les autres domaines de gouvernance dont nous pouvons parler. Mais je tiens à souligner qu'en 28 ans d'aumônerie, je n'ai jamais vu ça sous Mobutu, je n'ai jamais vu ça sous Mzee Kabila, je n'ai jamais vu ça sous Joseph Kabila, que j'ai toujours qualifié de méchant dans le sens biblique par rapport à ce que je voyais en prison. Ces prisonniers personnels, la manière dont ils étaient traités, les innocents quand j'étais en prison. Mais lorsque je regarde aujourd'hui, je le dis, c'est pire. On a même interdit les visites, c'était la raison Covid. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Covid, mais on interdit même les visites. Nous, on venait nous visiter en prison. Mais aujourd'hui, quand tu visites, il faut que tu montes. Mais en fait... On ne peut plus entrer en bas. Si actuellement, on gère encore un peu les visites, c'est pas qu'on interdise, mais imagine, Peter, avec 9158 prisonniers à Makala. Si chaque famille voulait venir visiter le prisonnier, terrible, hein? Ça serait impossible. Merci pour l'information. Ce qui est choquant, c'est que ça arrive sous... mes invités ont tellement de la hauteur qu'ils sont un peu diplomatiques dans leur façon de parler. Vous allez devoir m'excuser, mais moi je ne suis pas diplomate, je suis brut. Très brut et direct. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le combat pour lequel l'UDPS et le Sphinx Etienne Tshisekedi s'est battu jour et nuit, pour lequel il a payé de sa vie, ce n'était pas ce genre de choses. En tout cas, M. Albert Molega qui est ici, qui m'a mis en contact avec le président Tshisekedi, je n'ai pas appris de lui ce que nous voyons là.
C'est tout sauf le combat des Sphinx Etienne Tshisekedi. Et le dire à la télévision, c'est mieux que justice. Jimmy Kitenge, comme d'autres personnes, devrait être traité avec humanisme. La torture sous Félix Tshisekedi, les prisons à la nerf sous Félix Tshisekedi. J'ai appris dans le réseau il y a 2-3 jours que Jimmy Kitenge se sentait très mal et qu'il devait aller se faire soigner. Refuser même à quelqu'un d'aller se faire soigner, c'est un crime contre l'humanité. Apprenons à mieux traiter les gens et à respecter les textes pour qu'on soit réellement appelé état de droit. Pour que demain, lorsque nous ne serons plus au pouvoir, que les autres nous traitent de la même manière. Pauvre RDC. Tout le monde voudra poser un mot sur la question. Tout le monde voudra... Pati Katonga, vous voulez dire un mot? En 2 minutes, je prendrai... Okay, je vais dire ici... Ça a glacé le plateau. Hein. Je vais dire ici que le président de la République, dès sa prise de fonction en janvier 2019, avait clairement dit qu'il fallait fermer les cachots de la NER. Ça, c'était dit sur toutes les antennes médiatiques, que le président de la République avait donné l'ordre qu'on ferme les cachots de la NER. Qui les a réouverts? On ne les a jamais fermés. Je ne sais pas. J'ai dit le président de la République a donné l'ordre. C'est un discours de campagne, on dirait. Hein. Maintenant, la torture est un crime. Pas parce que nous le disons c'est un crime, mais parce que le Congo a souscrit à un certain nombre d'arsenals juridiques. Et donc ceux qui torturent les autres, ceux qui se mettent à torturer les gens qu'ils ont pris dans leur cachot, ils doivent se dire que ce n'est pas le président de la République, qu'eux répondront le moment venu de leurs crimes devant les tribunaux. Parce que même dans la législation congolaise, on a décidé par le Parlement que la torture était classée comme un crime. Maintenant, au niveau de la prison, je vais m'arrêter là. Au niveau de la prison, je sais qu'il y a surpopulation. Je sais que les conditions humaines ne sont pas respectées là-bas. Les prisonniers vivent dans des conditions infrahumaines. Mais il faut dire aussi, lorsqu'un pays décide, dans la prison ou ailleurs, de faire de pavillons de haute sécurité, ça peut être pour des raisons sécuritaires. Nous avons des pavillons de haute sécurité en prison parce que nous avons aujourd'hui des terroristes à l'Est. Les États-Unis l'ont fait à Guantanamo. Les gens qu'on a mis à Guantanamo, personne ne les a jamais visités. Il n'y a jamais eu visite à Guantanamo. À Guantanamo, il y a eu la torture. Je fustige, j'ai dit la torture est un crime. Mais que le Congo qui est menacé dans son versant est par des terroristes. Oui, mais vous avez bloqué des gens dans un pavillon, vous fermez comme ça, il n'y a pas d'accès. Je ne sais pas, moi je n'ai pas vu, mais j'ai dit que lorsqu'il y a un pavillon de haute sécurité, ça peut être pour des raisons sécuritaires et tous les pays le font. Les États-Unis ont fait Guantanamo. Guantanamo n'est pas un exemple à prendre. Hein. J'ai dit que c'est pas un exemple. Hein. Les États-Unis n'est pas une dictature. Je vais dire tout simplement, un pays a les prérogatives sécuritaires pour ses citoyens. Lorsque nous sommes menacés dans le versant Est et qu'on arrête des terroristes là-bas, ne demandez pas à ce qu'on les laisse à Makala. Vous avez vu ce qui s'est passé à Boutembo. Les gens sont venus attaquer une prison. Mais si on arrête des terroristes, il y a de l'eau pour ça. Hein. Non, il peut y avoir de l'eau, mais le gouvernement peut décider d'affecter un bâtiment de haute sécurité spécifiquement pour les terroristes qui sont menacés aujourd'hui. Ça, je tenais à le préciser. Je voulais dire simplement que il est vrai qu'il existe des prisons, notamment à l'étranger, où vous avez des sections de haute sécurité. Jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance à Makala de l'existence d'une section d'abord d'un quartier de haute sécurité. Et je voudrais préciser, lorsque j'étais en exil en Afrique du Sud, à Cape Town, j'étais aumônier pour 2 prisons, la prison de Portsmouth, où Nelson Mandela a passé les 3 dernières années de son incarcération, et la prison de Goodwood, qui était une prison pour les VIP. Dans la prison de Portsmouth, vous aviez une section quartier donc de haute sécurité, puisque vous savez, Cape Town, c'est une ville qui est dirigée par les gangs, et c'est des gangs très dangereux. Okay. Mais même dans ces quartiers de haute sécurité, j'y travaillais. Vous avez accès? On avait accès. Vous savez, lorsque... Si on zigouille les gens là-bas,
on avait accès. Ce que je dis ici, c'est que s'il s'agit de terroristes, bon, coffrez-les, tout ce qu'il y a, tout ce que vous voulez, d'accord, mais leur identité devrait être connue et ils devraient avoir accès à l'aumônerie. L'aumônerie a accès à tout le monde. Dans Bayamba, un mot. Merci beaucoup, Peter. Vous savez que cette émission a pris l'allure d'une des meilleures émissions du pays. Et la crédibilité des personnes qui sont souvent invitées donne l'occasion aux dirigeants de la République d'écouter attentivement, pourquoi pas, d'influencer leurs décisions. C'est comme ça qu'on y mettra un peu moins d'émotion pour que cela ne puisse pas être perçu comme des attaques. Et je suis très content du niveau de diplomatie et de la manière de présenter les choses. Ce que je voudrais dire, c'est que, quand il a dit, hein, je peux le renchérir en disant que chacun pose des actes et chacun endosse les responsabilités des actes qu'il pose. Le principe est qu'un prisonnier n'est pas quelqu'un qui est envoyé là-bas pour mourir, non. Les droits existent, les principes existent, etc. Là où je ne suis pas un peu d'accord, c'est de croire que ce serait la culture du régime qui fait que, visiblement, ceux qui sont à Makala ou dans n'importe quelle prison soient maltraités. Quand Vous savez que nous avons connu des régimes successifs, en fait, qui ont construit une mentalité, qui ont construit une manière de voir les choses. Et vous connaissez comment ces prisons ont toujours fonctionné. Vous connaissez comment les agents d'un certain nombre de structures de dissuasion ont acquis un certain nombre de comportements, un excès des ailes et compagnie, etc. Je ne vois pas un gars, par exemple, comme Jimmy Kitenge, etc., puisse véritablement intéresser le président de la République pour donner peut-être des injonctions de faire ceci, de faire cela. Chacun qui pose des actes incontrôlés en violation de la loi endossera pleinement la responsabilité. Je voudrais également dire que c'est aussi l'occasion de pouvoir poser les premiers jalons pour que nous puissions comprendre que nous sommes en train de construire un état de droit. Et l'état de droit suppose avoir les retenues dans la manière de présenter les choses pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure de vérifier, de présenter les preuves tangibles et compagnie, etc. Sinon, alors, si on dit n'importe quoi, n'importe quel moment... Le fait de dire n'importe quoi et d'être torturé... À ce moment-là, on sera toujours interpellé et on risque véritablement de croire que le régime est sévère. Là, je porte un peu la nuance de ce que disait tout à l'heure Albert lorsqu'il dit ce qu'il a vu. C'est un peu plus pire que ce qu'on a vu par le passé. Il n'y a pas longtemps, j'ai été en train de visionner mes vidéos. J'ai vu ce qu'a été la situation, par exemple, de Jekoko en prison, à la nerf. Il saignait même du sang. J'ai visionné la vidéo de Franck Dion, sous perfusion. On arrache la perfusion et on les ramène, n'est-ce pas, pour le faire juger. Et ça, c'est plus criminel. Aujourd'hui, certes, il y a des douleurs d'enfantement, mais on est en train véritablement quand on torture, on frappe des matraques à la tête. Ça peut arriver des dérapages. Mais la volonté, c'est d'humaniser. Et lorsque vous faites la comptabilité en termes de statistiques, vous allez voir que la situation a suffisamment amélioré. Mais ce qui est plus important, parce que nous voulons construire un état de droit, il est important aujourd'hui qu'on pense, il a construit d'autres prisons. Nous avions 4 districts dans la ville de Kinshasa. Pourquoi on ne ferait pas la prison de Tchangou, la prison de Lukuga, etc. Certes, il n'y a pas de moyens, mais je pense qu'il y a aussi des institutions internationales, même si je ne suis pas très d'accord avec celles-ci, qui peuvent nous aider. D'accord. Pour une fois, cela. Vous demandez de l'aide. Sinon et je termine, c'est qu'Albert a toujours constaté, une prison
de 1400, si j'ai 1400 personnes, on est 9000. J'avais suivi un article des droits de l'homme dire on peut aller jusqu'à 11 000. Là, c'est pas bon. Il va falloir que à chaque niveau, et même dans les territoires, la plupart des prisons sont complètement tombées. Les gens sont entre 2 et 3 murs. Vous voyez, ce n'est pas bon, il faut qu'on y mette des moyens. Encore que bon, ça vient graduellement. Professeur Kelly. Prisonnier ou pas prisonnier, il s'agit d'une personne humaine qu'il faut respecter. Le récit que nous venons d'entendre, je crois que ça fait froid au dos. Surtout quand il s'agit d'un gouvernement dans les mains des opposants d'hier qui ont dénoncé ces faits à plusieurs reprises, qui ont risqué leur vie pour que ça cesse une fois pour toutes. Moi, j'ai fait 2 ans dans cette prison-là, à l'entrée de l'Aftel, à Makala. 2 ans. J'avais été condamné à 20 ans par l'Afdel. Mais je n'ai jamais vécu ce genre de scène. Jamais, au grand jamais. Si ça continue, que vous avez des gens enfermés, qu'on ne peut pas voir, qu'il y a des gens torturés, non, ne cherchons pas à atténuer d'une manière ou d'une autre que c'est des dérapages de X ou Y. Tout ce qui se passe là est connu. Il y a des gens qui font rapport et les rapports qui montent jusqu'au plus haut. Mais si on laisse faire, c'est-à-dire qu'on encourage les autres à suivre le même exemple, ça c'est même pire que la nerf. Makala, vous êtes aumônier, vous avez été là. Moi, j'ai été là comme prisonnier. Je crois le premier prisonnier politique jugé devant la cour d'ordre militaire alors que j'étais un simple civil, sous l'AFDEL, s'il vous plaît. Je n'ai pas vécu ça. J'étais d'ailleurs l'un des prisonniers les plus têtus là-dedans. Il faut qu'on y mette fin. Le plus vite serait le mieux. C'est mauvais. C'est archi mauvais. Juger les gens, prononcer la sentence, condamnez-les. Cette histoire de petits larcins qu'on garde là. Avant toi, il y avait une congrégation de sœurs religieuses qui passaient régulièrement en prison, comme au même moment, je donnais cours et à l'université de Kinshasa et à l'université Canisius. Canisius au niveau de Kimwenza. Au niveau de Kimwenza. Il y avait un prêtre, le recteur, qui venait chaque dimanche avec des étudiants me rendre visite. Les religieux, là, on trouvait des gens qui n'avaient jamais comparu, oubliés dans cette prison. Il fallait que ces braves religieuses payent de l'argent pour qu'on déterre leur dossier, qu'on les entende. Donc on trouve même que le garçon a été gardé en prison pour avoir volé une poule. Et ça faisait déjà 3 ans.
Non, c'est des abus. Soyons conséquents, montrons que nous sommes différents des autres, nous sommes capables de faire mieux que les autres pour que nous, à notre tour, on améliore aussi. Quand vous prenez des histoires de Guantanamo, ça ne peut pas servir d'exemple. Les Américains ont fait, donc tout ce que les Américains font, nous devons le faire. Ils ne sont pas plus hommes que nous. Pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter de manière telle que les Américains suivent aussi notre exemple? Merci beaucoup. Merci. Tout le monde voudra rebondir. On risque de tirer en long. J'avais juste voulu que l'aumônier passe le message parce que j'ai été informé des situations pas très bonnes de nos amis qui sont en prison. J'ai été passé par là. Je suis d'accord avec vous. Vous nous suivez beaucoup. J'ai appris qu'Abound reçoit seulement mardi et mercredi parce que le reste du jour, il étudie. Il doit faire sa session. Il a gardé le moral. Je salue tous les prisonniers à Makala. Mais attention, on quitte du pouvoir à la prison, tout comme de la prison au pouvoir. Moïse Monedela me disait que la prison est l'antichambre du pouvoir. On ne sait jamais l'avenir du domaine des dieux. Réduction de train de vie des institutions, fidèles téléspectateurs, tous les généraux, vous avez suivi. Vous sentez l'émission est classe, hein? Posez, calme. Là maintenant on va en parler, fidèles téléspectateurs. Ça veut dire que ça a choqué le monde lorsque Martin Fayoulou a parlé de 21 000 $ que toucherait un député. Mais nous, on n'est pas surpris parce que si vous avez l'habitude de nous suivre, dans cette émission, nous l'avions dit. Il y a plus d'un mois, nous avions dit qu'un député touchait 21 000 $. Si vous voulez être en avance de tous les autres, suivez-nous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Des révélations sont faites ici. Alors, moi je ne sais pas confirmer sur le salaire des ministres. Les salaires à la présidence, j'ai vu toute une liste dans les réseaux sociaux. 28 millions de francs congolais, 32 millions de francs congolais, 27 millions. Mais la question, elle est simple, elle est directe. Les institutions consomment 70% du budget. Les 30% du budget qui reste est partagé par les 100 millions de Congolais. Comment faire pour changer la balance? Comment faire pour résoudre cette injustice sociale? Je ne vais pas en détail, je jette directement les pavés dans la mare. Comment faire aujourd'hui pour que tout enseignant ne cherche pas à devenir député? Tout médecin ne cherche pas à devenir député. Moi là, Tiani qui vous parle, j'essaie un peu d'étanguer certains amis sur cette question. J'en ai eu aussi pour mon compte, moi qualifié, c'est comme moi qualifié. Parenthèse fermée. Mais le plus important, c'est cette justice sociale pour tout le monde. Que le professeur d'université, en tant que professeur, se retrouve, que l'enseignant se retrouve, que le militaire qui tombe dans l'Est se retrouve, que le policier se retrouve, que tout le monde trouve son compte dans ce Congo, qu'il n'y ait pas une race de ceux qui prennent du champagne et de l'autre, comme le président Sankara qui a dit il y a de la honte à avoir du champagne pour 100 personnes que de l'eau potable pour toute la population. Il faut lire, c'est important. Je commence avec vous, Albert Molika. Comment faire pour changer la donne? Réduire le train de vie, que tout le monde... La justice sociale, que faire? Pierre, je ne parlerai même pas de justice sociale, je parlerai de justice tout court. Nous avons commencé par la prison. Et je vous ai dit, je le maintiens, la gestion du système carcéral reflète le cœur et l'âme d'une gouvernance. Lorsqu'une gouvernance ne sait pas faire preuve de justice tout simplement, dans ses actes de management, vous dites 70% des dépenses publiques, c'est pour les institutions. Ce
qui veut dire que le reste de la population doit se partager ou se débrouiller avec les Les 30% qui restent. Vous remarquerez simplement une chose, c'est que au plus on vous parle, par exemple, de performance des recettes publiques, de performance inégalée dans les réserves de change, au plus vous avez aussi des performances inégalées dans les vols, dans les détournements, dans les... Ça va de pair. Dans les gonflements. Oui, ça va de pair. C'est une question d'âme et d'esprit dans le management. C'est ça la gouvernance. C'est ça la gouvernance. Vous savez, pourquoi à l'époque de Mobutu, on n'allait pas au-delà des 1400 à Makala? Je pense que c'est peut-être parce que Mobutu avait pris la peine, lui, de visiter Makala. Le président Kasavubu avait été prisonnier à Makala. Je pense sincèrement... Le président Kasavubu? Oui, il a fait du cachot. Je pense sincèrement que si Félix Tshilombo Tshisekedi allait visiter Makala, peut-être même tout l'esprit de sa gouvernance changerait. Peut-être ça pourrait recadrer intimement sa perception de l'être humain congolais. Parce que lorsque nous parlons de salaire de député de 21 000 $, je pense que 21 000 $, en fait, c'est ce qu'ils touchent, ou du moins certains. Ce n'est pas le salaire de base. Là, on peut chercher à entrer dans les détails, mais non, on apprend qu'il y a plusieurs caisses, il y a différentes caisses, il y a différentes catégories de députés. Il y a les députés de Papa Mbosso, qui semble-t-il ont aussi quelque chose en plus. Les Dans cette question, ce qui est marrant, Albert Moleka, je mets le dans la bouche, c'est vous posez la question à 10 députés de leur salaire, vous avez 10 réponses différentes. Hein. Et il y a Honorable Gracien Irachan qui parle de 4 000 $. Paul Tshilombo, à moi, il dit c'est 12 000 $. Mon frère Eliezer parle de 7 000 $. C'est des listes, c'est ça là, qui vient confirmer qu'ils réellement, ils ont 16 millions de francs congolais qui est environ 8 000 $. Et lorsqu'on ajoute les invisibles et puis l'autre, ils appellent ça comment la réserve parlementaire, quelque chose comme ça, si le nom ne m'a pas échappé, ils arrivent jusqu'à 20 et quelques mille, 21 000. Mais Peter, vous parliez de justice sociale. Vraiment, je vous recadre un peu en parlant de justice pour tous. Dans le cas des parlementaires ou des députés, il faut la justice pour tous les députés. Tous les députés devraient être traités de la même manière, ce qui n'est pas le cas. Le cas déjà. Vous êtes traités selon votre acquaintance avec le président Mbosso et le régime. avec le pouvoir, ou selon le côté que vous supportez. Il y a même une discrimination au niveau des députés. Il y a une discrimination déjà au niveau des députés. Vous retrouvez ça aussi sûrement au niveau des sénateurs. Du Sénat avec Bati. Mais encore une fois, vous savez, Peter, la gouvernance d'une institution reflète toujours aussi l'esprit et l'âme de l'autorité. Vous savez, on essaye souvent d'essayer de diluer la responsabilité de l'autorité sur les collaborateurs ou quoi, mais qui choisit ses collaborateurs? C'est l'autorité. Il les choisit librement et selon ce que lui veut, selon ce que lui souhaite. Si vous ne répondez pas aux attentes, normalement, on doit vous virer. On doit vous virer. Mais pour moi, c'est encore la partie visible de l'iceberg. La preuve, comme vous le disiez tout à l'heure, moi je voulais rappeler, il y a quelqu'un qui dit, mais Peter, l'affaire des 21 000, tu l'avais dit sur antenne. Bon, le député avait demandé qu'on ne cite pas son nom, et on n'a même pas cité. Mais il a clairement dit que nous percevons 21 000 jusqu'à ce qu'on gagne. Il a dit ça et vous l'avez annoncé. Sur le plateau. Bon. Bien entendu, lorsque Martin Fayoulou en parle, vu son aura, son audience, ça prend une autre dimension. Ça prend une autre dimension au niveau national et au niveau international, mais pour le pays, c'est une honte.
Pourquoi une compte? On dit que les députés, les ministres sont des hommes d'État, ils doivent être à l'abri du besoin pour faire un travail pour le peuple. Je dis c'est une honte parce que cela marque encore une fois, comme par rapport aux prisonniers, vous savez la manière dont vous traitez les prisonniers, ça montre quand même quelle est encore la part d'humanité qui est en vous. Alors, lorsque vous vous permettez d'emmagasiner ou d'empocher des sommes pareilles, certaines en visible, d'autres en invisible, et vous êtes on dit même que le vice-président, quand c'était Kaboun, il avait 120 000. Donc aujourd'hui, le prof Mbata a 120 000 $. Et vous êtes censé... Je ne peux pas croire que le professeur Mbata mange de ce pain-là. Je ne peux pas croire. Parce qu'on dit que c'était Kaboun. Moi, je ne peux même pas croire. Renoncé alors à ses avantages. Je ne peux même pas croire que le professeur Mbata, que j'ai connu, puisse prendre les 21 000 $. Si le professeur Mbata, que j'ai connu, prend les 21 000 $... Non, il est à 120 000, selon des confrères, et puis... Selon ce que percevait Kabound, ça c'est le confrère, l'honorable Eliezer, qui dit que l'honorable Kabound percevait 120 000 $ en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été remplacé par... Moi, je n'y crois pas. Ça vient d'un député. Oui, mais ça, c'est... Mais est-ce que le député en question... Le carburant. Le député en question t'a dit qu'il touchait 21 000... C'est votre ami, il vous a dit qu'il touchait 21 000 $. Moi, lui, il a dit à moi 7 000. Bon. Et il dit que Kaboun La touchait... ligne budgétaire parle de 11 000 sans les avantages. Les autres parlent de 12 000. C'est la catastrophe. Norbert Yamba Yamba. Ça fait froid d'eau, tout ce qu'on entend. Oui, injustice sociale. Des gens qui perçoivent des 120 000, des 200 000 $. Ça le fait froid. Dans un pays où les gens achètent le riz à 100 francs pour moi. Le riz, c'est-à-dire 100 francs congolais. On achète ce qu'on appelle les mikobos au niveau de Kingabwa. Mikobos, ça veut dire les os de Mikoya Soso, rien que pour mettre dans la sauce, pour que ça donne un peu l'odeur de la... Et les entrailles de poisson. Et les entrailles de poisson, oui. À 100 francs, à 50 francs. On vend les mikokolis de l'IPA. Les mikokolis, c'est quoi la croûte? On appelle ça comment en français? Excusez-moi. Dans les mikokolis là, qui ratent dans les boulangeries, on coupe, on met, ça forme une petite montagne, et puis on vend ça à 50 francs, 100 francs. C'est ça que le Congolais, qui vous vote, c'est comme ça qu'il vit. Pendant ici, bon, c'est un tabou de parler du salaire des députés, du chef de l'État. J'ai vu Macron dire que je gagne 13 500, mais si on enlève tout ce que je reste avec 8 500. Chez nous ici, on ne connaît ni les salaires. Heureusement que j'ai un ancien ministre ici qui nous dira, il percevait combien. Non, mais rien. C'est vrai que cette situation est séquelée. Les gens ont difficile à manger, les gens ont difficile à envoyer les enfants à l'école, les gens ont difficile à se faire soigner. Raison pour laquelle nous nous battons, nous nous sommes battus avec vous pour que nous puissions prendre le pouvoir et changer la situation. C'est ça justement le leitmotiv de l'action publique aujourd'hui, de l'action politique, etc. Bon, le combat est en cours, encore que le mandat n'est pas fini, on ne peut pas non plus faire le bilan en cours du mandat. Mais là, j'avais un peu de froid quand vous disiez la dernière fois que c'est 21 000 $, etc. Et que bon, le premier vice-président... il y en a ceux qui disent 120 000. J'ai suivi ton collègue, un de tes collègues dire 200 millions, 200 000. Oui. Et que le président de l'Assemblée, 3 millions, etc. Et ici sur place, personne n'arrive à donner le vrai chiffre. Ils reçoivent combien? Et moi, ça me réconforte un peu parce que moi, j'imaginais que c'était, de la parole mathématique et mécanique, c'est la réalité. Et ça allait être un scandale si c'était véritablement la réalité. Mais dans vos sources, quand il y a les députés qui confirment... D'investigation, les députés ont confirmé, vous l'avez dit, hein, il y en a ceux qui vous disent 11 000, il y en a ceux qui vous disent 7 000, il y en a ceux qui vous disent 20 000, il y en a ceux qui vous disent 12 000. Donc même parmi les députés, personne n'arrive véritablement à donner un chiffre réel. Or, lorsqu'on est dans une société, il y a un budget qui est voté, ce budget est mis à la disposition de l'Assemblée, et à l'Assemblée,
au regard d'un travail qui va être fait, on détermine qui doit toucher combien. Alors que bon, il faut tomber sur ces documents-là pour avoir véritablement des précisions. Et tant qu'on n'aura pas de précisions, nous devons avoir la retenue des pouvoirs dramatisés qui frisent un peu une sorte d'instrumentalisation de la population pour dire voilà ce régime. Ce n'est pas le gouvernement de la République qui va aller à l'Assemblée nationale pour dire donnez-moi à chaque député autant. Non. C'est le budget et on sait quel doit être le fonctionnement, quel doit être le fonctionnement, soins de santé, voyage, compagnie, etc. Et puis les émoluments. Donc, cette question, sincèrement, nous devons prendre ça avec un peu plus de réserve pour ne pas faire preuve de mauvaise foi. Je voudrais également dire que lorsque vous dites, et vous avez l'air de tirer une conclusion concluante, qu'on prend 70% pour les institutions et 30% pour pas, la population. Ah non, Peter. Ah non. Je m'intéresse, vraiment, je m'intéresse de ces chiffres. Sincèrement, les institutions ne prennent même pas 10%. Blague à la poubelle, je vous dis la vérité. Et Peter, si vous doutez de ça, je souhaiterais... Non. Il y a un rapport, il y a même un député qui s'appelle Delis Esanga, qui a même fait un plaidoyer sur ça à l'Assemblée nationale. Il y a tout un rapport sur cette question. Non, sincèrement. Le député peut faire un plaidoyer et c'est de son droit. Et il y a un rapport... Alors maintenant, regardez, faisons la comptabilité. C'est un exercice simple. Je ne défends pas l'indéfendable. Mais je dis simple. Vous comptabilisez le nombre d'investissements réalisés en termes de dépenses en direction de la population. Et vous prenez l'argent destiné, par exemple, à l'Assemblée ou aux institutions de la République. Vous allez voir qu'il y a une différence significative en termes de prestations vers la population. Regardez, la gratuité de l'enseignement. La gratuité d'enseignement, tout compte fait, qu'on me donne un autre chiffre contraire ici, c'est 2,5 milliards. Lorsqu'il faut assurer toutes les dépenses de la gratuité, vous avez un budget de 10 milliards ou de 11 milliards. Aujourd'hui, la mobilisation de ressources, essentiellement 6 milliards. Si vous dégagez 2,5 milliards essentiellement pour l'enseignement, il vous reste combien? Et tous les fonctionnaires, il y en a 1 600 000 personnes. Les enseignants, 700 000 personnes. Alors maintenant, regardez les prestations en termes d'infrastructures pour des éléments structurants. Non. Moi, je pense que notre émission, c'est une émission fondamentalement qui prend de l'ampleur, qui prend le dessus, qui prend de l'épaisseur par rapport à la qualité de notre réflexion. Et il va falloir, franchement, que nous mettions un peu plus de moins d'émotion pour qu'on n'attire pas des conclusions non concluantes. Je termine par rapport à ce qui a été dit. Et je continue à insister, sincèrement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérapage. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais lorsqu'on dit que la situation du régime précédent, en prison, par rapport à la situation d'aujourd'hui, et qu'aujourd'hui c'est plus pire, plus dangereuse que la situation antérieure, j'ai dit, en tout cas, ça risque d'être gravissime. Pourquoi? Regardez le nombre de personnes qui sont en prison, ils ont fait 15 ans. Moi j'ai des amis, je vais en prison aussi. Je ne peux pas avoir les mêmes moyens, les mêmes données, les mêmes informations qu'Albert Mouleka ou le professeur qui a fait expérience d'une prison de Laurent Kabila qui reste différent. Là, c'est tout le monde. On prenait même les ministres, on les amenait. Mais aujourd'hui, sincèrement, regardez les gens, 15 ans d'arrestation, de prison, non jugés, libérés par ce régime. Regardez tous les prisonniers politiques, libérés par ce régime. Mais faisons la comptabilité, nous sommes des scientifiques comme on est là, en termes de statistiques. Parce qu'il faut que la majorité statistique se dégage pour qu'on tire une conclusion concluante. C'est combien de politiciens sont en prison aujourd'hui et pour quelle cause? Alors maintenant, si l'on fait la comptabilité par rapport à l'ensemble, à ce moment-là, on tire une conclusion. Mais il peut y avoir des cas, ça c'est évident. Mais vous ne pouvez pas partir d'un cas pour généraliser une conclusion. Okay. Alors ça risque d'être une erreur très grave. Et où c'est la manipulation, c'est pas bon. D'accord. Je veux simplement dire, je ne parle pas de un cas, je parle de 9158 cas.
Oui, ça c'est le nombre de prisonniers. Voilà. Ça c'est le nombre, moi je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais c'est ça que moi je voudrais dire, que c'est que tous ces prisonniers-là n'ont pas été arrêtés aujourd'hui. Ce sont des prisonniers qui sont là, c'est pas à partir de janvier 2019. Ah non, ils sont restés pendant Non, longtemps. ce que je dis par exemple, c'est qu'on n'a jamais atteint ce chiffre. On n'a jamais atteint cette... c'est ça que j'appelle ce niveau d'absence d'humanité. D'accord. Pati Katanga. La justice sociale, la justice tout court, a généré dans notre pays l'insécurité. L'insécurité sociale et l'insécurité physique des habitants. Le plus illustrant, c'est nos enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, qui sèment la terreur, qu'on appelle chez les Koulouna, ou alors les enfants des rues, si tant est que... Les enfants défavorisés, hein, Donc, le terme a été... Donc la justice, soit elle est juste, elle produit une société juste, soit elle est injuste et elle produit l'injustice. Les Koulouna, par exemple, sont la résultance de l'injustice sociale. Et maintenant, nous avons du mal à nous regarder dans les yeux. Les Koulouna sont notre image. Le président de la République dit lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République dit qu'il faut baisser le train de vie de l'État. C'est le président de la République. Donc le président de la République, en disant cela, trouve que le train de vie de l'État est excessif. On n'a peut-être pas les chiffres ici, parce que je ne vais pas m'engager dans une discussion de chiffres alors qu'on n'a pas les chiffres en main. Mais je pense que nos institutions sont budgétivores. Et ça ne date pas de ce régime, ça date depuis longtemps. Nos institutions ont toujours été budgétivores. Conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement le fait du régime de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est la conséquence de la mauvaise gestion depuis 60. C'est la conséquence des détournements de fonds publics depuis 60. C'est la conséquence des manques de responsabilité de la classe politique depuis 60. Et aujourd'hui, on a les conséquences. Pourquoi? Mais parce que dans ces années-là, le pays était encore prospère. On a beau taper sur les Belges, mais ils nous ont laissé des comptes publics prospères. Et nous avons vécu sur ces comptes publics-là. Et aujourd'hui, c'est fini. Nous commençons à vivre sur nos propres moyens. Et conséquence, aujourd'hui, nous constatons que nous ne sommes pas plus justes que les Belges. Aujourd'hui, il est difficile vraiment d'avoir la rémunération du personnel politique. Mais ça, nous sommes dans quel pays là? Il n'y a pas que les députés, mais il y a aussi les ministres, il y a aussi les mandataires publics, il y a aussi les ambassadeurs, il y a aussi Pourquoi les c'est un tabou de Pourquoi ça connaître... devient un tabou alors que ces gens-là sont payés sur les fonds publics? Je suis en train de demander jusqu'aujourd'hui. Il faut dire... J'ai fait entrer des documents. Le DH, j'aurais dû me montrer les documents. J'ai demandé même le budget. Donnez-moi des éléments. Le droit à l'information. Je vais informer les téléspectateurs combien perçoit un député, un ministre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas les documents officiels. Il faut dire aux Congolais que ces gens-là, les institutions, s'abreuvent sur les deniers publics. Les deniers publics, c'est quoi? C'est l'argent du pays, c'est l'argent du Congo, c'est l'argent du contribuable, les Congolais. Donc c'est notre argent. Donc c'est dans notre pouvoir et notre devoir de demander des comptes. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Dans le cas d'espèces des députés, ils ne sont pas les seuls, mais dans le cas d'espèces des députés, ça jette un discrédit. Il y a 2 personnes qui doivent nous préciser. Parce que nous avons fait tous des enquêtes. Il n'y a pas de réponse concordante en ce qui concerne les rémunérations. Donc, ça tombe dans les domaines de la spéculation. Ce n'est pas bon pour la République. Le premier, c'est lui qui a mis le problème sur la table. Martin Fayoulou Matidi, chef de l'opposition politique congolaise. Vous avez les devoirs, puisque vous avez les députés. Vous avez les devoirs de nous amener des documents. Vous avez les devoirs de mettre sur la table des documents qui viennent sous-tendre vos allégations. C'est un devoir sacré pour vous et pour votre crédibilité de nous mettre les documents sur la table. Monsieur Mbosso Pwanga Kodia, vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Boss.
Vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Cette affaire discrédite l'Assemblée nationale. Restez silencieux face à l'opinion discrédite de plus en plus votre action. Qui les dit mot consent? Donc vous avez le devoir de mettre à la disposition des Congolais. Parce que le budget, on peut le consulter, mais on nous parle des caisses, des réserves parlementaires. On nous parle des réserves parlementaires. Les invisibles. On nous parle des invisibles. On nous parle de congés de vacances parlementaires. 3 mois d'avance payés. Vous avez les devoirs, vous, les présidents de cette institution, de nous amener les papiers sur la table parce que vous avez les devoirs de redevabilité vis-à-vis des Congolais. Parce que cet argent, c'est de l'argent public. C'est l'argent du contribuable congolais. Restez silencieux. Vous cadrez dans ce silence, dans le mutisme, accrédite l'idée dans l'opinion que l'information est vraie, alors qu'elle peut être fausse. Nous recherchons que la vérité, nous, les peuples congolais. Proposition pour les messieurs le président de la République qui cherchent à ce que le train de vie de l'État baisse. Je propose au président de la République la suppression du Sénat. Je propose au président de la République la suppression du Sénat parce que dans un pays tel que le nôtre, il n'a pas qualité. Non, j'ai dit, nous allons maintenant assister à des candidatures, non? Les candidats vont faire des propositions, non? Et donc, j'ai mis une idée sur la table. Moi, je suis allié de l'UNC. Et peut-être que l'UNC allié n'aura pas de tu lui proposes de j'ai dit, proposer. ben oui, mais lui sera certainement candidat. Et probablement parmi ceux qui vont gagner. Et donc, j'ai dit, la suppression, on ne peut pas accepter que dans un pays pauvre comme le nôtre, qui est 2 chambres parlementaires, budgétivore, Assemblée nationale et Sénat. Assemblée nationale et Sénat. Le Il n'y a pas que le Sénat, mais j'ai dit le Sénat parce que ça rentre dans le cadre parlementaire, mais aussi d'autres institutions. Waouh! Ça existe encore. À bon marché, par exemple, on appelle ça quoi? Disjoncteur, c'est quoi? Et Koufi. Ça fait maintenant 4-5 jours où il n'y a pas de courant. Bon, voilà. Donc ça, c'est des réalités au Congo. Donc en pleine émission, il y a coupure d'électricité. Là, vous êtes en train de nous suivre, c'est un plan B. C'est une organisation de la chaîne. Nous avons un plan B pour continuer à émettre, pour que nous ne puissions pas rater des émissions de ce niveau dans notre manière de nous organiser avec nos propres moyens. Mais la SNEL que nous payons chaque fin du mois, le courant, comme on dit dans notre jargon ici, le courant est parti. Donc je ne sais pas, est-ce que, bon, pour le principe de la télévision, je devrais m'excuser comme le courant est parti pendant que c'est la SNEL que je paye, ce n'est pas nous. Je ne sais pas qu'est-ce que je devais faire. Comprenez, la télévision, de faire semblant, moi je ne fais plus. La réalité, c'est ça. Donc vous avez compris cette interruption brusque pendant que Pati Katang était en train d'étoffer son argumentation. Ce n'est pas à cause de lui, il n'y a pas un problème, c'est la SNEL. Allez, on va continuer, Pati Katanga. J'espère que vous allez garder le fil d'idée. Oui, donc je disais que cette injustice qui fait qu'une petite minorité a tout et une majorité écrasante n'a rien. On l'a illustré en France autrefois, on a parlé de 200 familles. Mais ici au Congo, ce n'est même pas 200 familles, c'est peut-être 10 fois moins. C'est peut-être 20 familles qui se sont appropriées toutes les richesses du pays au détriment de la grande majorité. Ça se transforme en quoi? Que les institutions sont budgétivores. C'est pour ça que j'étais en train de proposer, parmi les solutions, la suppression du Sénat. C'est une institution budgétivore. Le Sénégal l'a fait et a reversé les ressources générées par le Sénat sur le social. Et le Sénégal a construit, en termes d'infrastructure, un train express régional. Dakar-Thiès. Donc vous comprenez qu'à la disposition du peuple, il a maintenant un train express régional flambant neuf et de la dernière nouvelle technologie. Donc le Sénat ne nous sert à rien. Un pays comme le nôtre, un pays pauvre, n'a pas besoin d'avoir 2 chambres parlementaires. Je propose aux candidats parmi lesquels je pense que le président de la République le sera et parmi lesquels ceux qui ont beaucoup de chances de passer, c'est le président de la République sortant. Qu'est-ce qui dit que si on enlève le Sénat, cet argent-là va servir au peuple? Mais j'ai dit ici d'emblée que le président de la République a dit qu'il faut baisser le train de vie de l'État. Moi, je prends le président de la République au mot. Les derniers conseils des ministres, on l'a dit ici. Le président de la République, on a fait un communiqué pour dire qu'au conseil des ministres, le président... Est-ce que le président ne devait pas commencer par prêcher lui-même, par l'exemple, en baissant son train de vie lui-même? Quand je dis la suppression du Sénat, le président de la République n'est pas exempt en termes du personnel à la présidence.
Mais les économies au niveau des institutions doivent se faire à tous les niveaux. La présidence est la première des institutions. Il faut commencer par la présidence et arriver à l'institution parlementaire. Je propose que la suppression du Sénat. Les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales également. Deuxième proposition. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un salaire pour les députés. Les députés doivent avoir un jeton de présence. Être député, ce n'est pas aller s'enrichir. Être député, c'est une responsabilité. La responsabilité de faire des lois, la responsabilité de contrôler le gouvernement, la responsabilité de contrôler la fonction publique, les hauts fonctionnaires. Ce n'est pas l'objectif d'aller faire de la... Nous devons envoyer un message très important à la population. Être député, c'est une responsabilité. Et donc, une responsabilité qui va être récompensée par l'État par la gestion des présences. C'est inacceptable que certains des députés n'ont jamais mis pied à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui ne viennent pas. Et à la fin du mois, ils envoient leurs chauffeurs aller chercher de l'argent public. Aller chercher 21 000 $. Et ils sont payés 21 000 $ alors qu'ils n'ont jamais assisté aux séances. Je dis que les députés doivent avoir un jeton de présence. Je ne sais pas, moi je le placerai à 100 $ à 100 $ comment, session, pas session, à 100 $ par... à chaque fois qu'ils sont convoqués pour par séance, oui. À 100 $, moi je le placerai à 100 $ par séance. Et si on en a 50 par mois, des séances, ben, faites 50 fois 100. Donc, je pense que ceux qui ont droit de toucher l'argent public, c'est ceux qui ont travaillé. On ne peut pas accepter. Ceux qui n'ont pas travaillé viennent chaque mois chercher l'argent public, 21 000 $, alors que les professeurs, alors que les maîtres d'école, nous allons voir la rentrée scolaire bientôt, alors que les travailleurs congolais sont en train de tirer les diables par la queue, ils ont l'impression que nous avons deux pays. Un pays pour les 20 familles qui ont pris toutes les richesses du pays en otage, et un autre pays pour les laisser pour compte. Et donc c'est inacceptable. Il faut supprimer les salaires. Je ne dis même pas réformer les salaires. Je dis il faut supprimer les salaires des députés et instaurer un système à jetons. Nous avons 80% des députés qui ne parlent même pas. Nous avons 80% des députés qui n'ont jamais pris la parole, qui n'ont jamais participé aux sessions. Parce qu'il faut le dire, nous sommes au Congo. Une grande partie de ces députés n'ont pas les backgrounds requis pour être députés. Ils n'ont pas le niveau. Non, mais ça c'est aussi la responsabilité de vous, les électeurs. C'est bien de frapper sur les députés. Mais vous, les électeurs, vous avez une responsabilité cruciale. C'est vous qui avez envoyé ces députés-là à l'Assemblée nationale. Mais il y a des députés donc soyez conséquents avec vous-même. Nous allons atterrir maintenant sur les élections. Soyez conséquents. D'accord. Donc, les députés... D'abord, supprimez les salaires et puis vous faites la sélection qu'il faut. Vous, la population. Vous, la population. Faites la sélection la meilleure. C'est la population qui fait... Si vous envoyez de médiocres à l'Assemblée nationale, vous récolterez la médiocrité. Je suis désolé. La médiocrité n'engendre pas l'excellence. D'accord. Tocqueville, dirigeant américain, dit un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Hein. C'est le peuple qui fait d'un voleur un politicien. Il lui donne le mandat. Dans les pays où les élections sont réellement crédibles, hein, parce que si on a le droit de voter, mais est-ce qu'on a le droit d'élire? On a le droit de choisir. J'ai choisi Pati Katanga. Au-delà de 40. Vous dites... Non. D'accord. Ça veut dire qu'on a le droit d'aller voter, de choisir Kalele. Mais est-ce qu'on a le droit d'élire? C'est lui que nous votons, c'est celui qui sort. Ça aussi, c'est des questions qu'on va réfléchir un jour. Professeur, vous avez la parole. Merci. J'ai été, comme beaucoup de Congolais, scandalisé d'entendre les chiffres, scandalisé de constater aussi que les députés ne touchent pas tous la même chose. J'avais déjà fait, par mes équipes de recherche, les investigations sur ceux qui étaient payés aux Congolais dans différents secteurs. Mais pour ce qui est du Parlement, mes archives, j'ai amené exceptionnellement ça. Merci. Nous oblige à faire un peu un rappel historique.
quand nous accédons à l'indépendance, c'est qu'il y a la mutinerie de la force publique. L'armée qui réclame l'amélioration de ses conditions de vie, la montée en grade. Le général Janssens, chef de la force publique, va jeter au visage aux Congolais: ne vous en faites pas, après l'indépendance sera comme avant l'indépendance. C'est-à-dire que rien ne va changer. Aujourd'hui, je dirais, sera pire qu'avant l'indépendance. La situation que vous décrivez aujourd'hui, vous la vivez, elle est pire qu'avant l'indépendance. Vous prenez le dossier des députés de la première législature. Prenez Damabi Kakalanda. Dès la première séance du Parlement, les députés discutent leurs émoluments. Bisso na bisso. Il faut passer de 10 à 50%. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans tous les domaines, c'est l'inégalité sociale institutionnalisée. Ça, c'est les chiffres officiels qu'on nous donne, les bisso na bisso. Mais quand vous allez là-bas au Parlement, on parle aussi de Maboko Bank. Maboko Bank, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui n'est pas comptabilisé officiellement quelque part. Vous terminez une séance, on vous dit passez chez le caissier. Ce n'est pas enregistré. Cet argent-là sort d'où? Ça vient de qui? Si les gens sont payés différemment, suivant leur allégeance, suivant leur parti politique, c'est ça qu'on appelle la kleptocratie. La kleptocratie, c'est-à-dire un régime où des particuliers s'accaparent des biens publics. Il y a également ce qu'on appelle la kakicratie. La kakistocratie. La kakistocratie. C'est-à-dire que vous êtes nommé en fonction de votre incompétence. Dirigé par les incompétents. Dirigé par les incompétents. Parce qu'un incompétent qui sait qu'il est là-bas de par la gentillesse de Norbert Yamba Yamba ne va pas lui poser de problème. Il doit se soumettre. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut le défenestrer. Nous sommes en train, dans beaucoup de secteurs, à institutionnaliser ces deux régimes-là. Et le désordre que nous vivons, c'est effectivement celui-là. On va en politique pour s'enrichir, pour réclamer des salaires, des émoluments, la corruption. Elle commence là-bas. Ce n'est pas en bas ici. Ce sont les gens qui sont en haut qui se font corrompre. Parce qu'on a déjà entendu ce que Katanga dit là-bas, le président de la République. Mais le même président de la République a décrié la corruption dans la magistrature. Il dit, mais
les gens, les magistrats n'ont pas pitié de leur pays. La manière dont on se fait corrompre dans ce secteur-là, c'est honteux. Le même président de la République a déjà décrié la corruption dans l'armée avec les hauts officiers. Mais qu'est-ce qui a changé jusqu'à aujourd'hui? On a nettement l'impression que plus on dénonce, plus les gens corrompent. Les députés là, à leur sein, on a entendu parler de Sesanga, Délis Sesanga. Oui. Il avait déjà exigé la réduction de du train train de de vie vie. des institutions. Oui, mais ça fait combien d'années? On a été intellectuel, Délis Sesanga l'a dit Oui, plusieurs fois. Mais ça fait combien d'années? 4, 5 ans. 3 ans et demi déjà, 4 ans. Oui. Le mal est profond, je crois, il est systémique. C'est un mal systémique. Les dénonciations publiques, c'est simplement pour consoler les intelligences faibles. On a dénoncé, ça va changer, mais ça ne change pas. Les gens sont là. Pour ça, quand vous étiez ministre, vous perceviez combien? 3 000. 3 000 $. 3 000 $. Et avec les invisibles, ça arrivait à Il combien? n'y avait pas d'invisible. Mais moi, j'ai dirigé plutôt un ministère qui avait beaucoup d'entrées. Des mines? Oui, le ministère de Mines. À l'époque, c'est l'époque de la réforme comment est-ce qu'on appelle ça? Du code minier? Du code minier. Il y avait beaucoup d'entrées d'argent. Beaucoup d'entrées C'est avec ça que vous vous êtes enrichi? Enrichi, je ne sais pas, mais de toutes les façons, je dis que mon salaire à l'époque, ça équivalait à 3 000 $. Avec les frais de fonctionnement qu'on a pris. Les frais de fonctionnement, je n'en ai jamais vu. Oh. Jamais vu. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé. L'histoire des frais de fonctionnement d'un ministre gérant le budget de son ministère, c'était parti avec Mobutu. Je ne sais pas s'ils ont remis ça. Mais avant, quand on votait le budget, chaque ministre s'entendait signifier le budget de son ministère. Il le gérait. Il pouvait suivre les dépenses. Après ça, les choses ont changé. On ne peut pas affecter les budgets de X ministères à l'armée. Quand vous arrivez là-bas pour les frais de voyage, on vous dit votre budget est épuisé. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je crois que le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui est que il y a une disparité dans l'usage des fonds publics, comme on dit. Est-ce vrai C'est que l'argent de l'État. les institutions bouffent le gros? Norbert même n'est pas d'accord, il dit 10%, mais d'autres parlent de 70%. De toutes les façons, tout ce que nous entendons des services habilités à contrôler la gestion du budget, c'est régulièrement les dépassements. Les dépassements qui commencent par la présidence de la République. La présidence a dépassé son budget d'autant. La primature a dépassé d'autant. L'Assemblée a dépassé d'autant. Le Sénat a dépassé d'autant. Ça, c'est des services habilités à contrôler qui nous parlent de dépassement. Si vous parlez des autres services, un enseignant au primaire ou au secondaire, vous avez des enseignants qui ont moins de 100 $. Moins de 100 $. Moins de 100 $.
Vous avez des directeurs d'école qui ont $300. $300, c'est moins de $200. C'est 100, 120, 130, $150 par là, contre $21. Même 21 000. Même marché. Les conséquences, elles sont nombreuses. Ça signifie que, entre autres, en plus de ceux qu'on épingle là, les koulouna, la délinquance juvénile, vous avez aussi la délinquance sénile. Tous ces gens qui se promènent en ville, en veste, en train de mendier. Nayaji kotala ndeko nangai azate pesana transport. Ça vient de ça. La prostitution, ça vient aussi de ça. La prostitution des jeunes filles qui vont à l'école, qui reviennent de l'école, mais qui doivent manger, qui doivent se prostituer pour pouvoir nourrir la famille. On connaît le disque de Karmapa. Hein? Ces injustices sociales, cette répartition scandaleusement inégale des richesses nationales, nous devrions pouvoir corriger ça. Les richesses du Congo doivent servir à améliorer le social de tout Congolais. Il n'y a pas de Congolais propriétaires du Congo, comme Léopold II, comme Mobutu. Patikatanga propose qu'on supprime le Sénat, qu'on supprime les assemblées je n'entre pas là dans le débat. Parce que, vous savez, dans toutes ces histoires-là, il y a beaucoup de déclarations. Quand Mouzit est passé Premier ministre, on a parlé de l'épuration de la dette. Hein? Vous épurez la dette et la situation va changer. On a payé toutes les dettes à son époque là-bas. On a atteint le point d'achèvement. On a atteint le point d'achèvement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Mais l'argent qu'on va mettre de côté, il ira où? Dans les poches de qui? Etc. Si le système est fondamentalement inégalitaire, ça va disparaître. Pendant que vous parlez de 21 000 $, moi j'ai des jeunes gens que j'ai formés, que j'ai amenés au grade de professeur d'université full. Ça fait 5-6 ans, ils ne sont pas mécanisés. On ne les paye pas. On ne les paye pas. Quand vous leur parlez d'entrée massive d'argent au ministère des Finances, ils vous écoutent en souriant, d'un sourire moqueur. Quand vous dites, on a augmenté les salaires des enseignants, et l'enseignant regarde qu'on lui a ajouté 30 000 francs congolais. Qu'est-ce que vous allez faire avec 30 000 francs congolais? Et on vient s'en vanter à la télévision. Non, soyons simplement sérieux. Ce pays, avec ce que nous avons, nous ne méritons pas de toucher ce que nous touchons. En plus, et c'est encore plus grave, nous signons, alors que beaucoup d'autres pays ont rejeté cette affaire-là, des accords avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Mais ces exigences, pourquoi les Kadhafi, les musées ont rejeté même déjà Mobutu, sous son régime avec Kengo, on ne mange pas la rigueur. Non? La rigueur pour la rigueur. Vous empruntez l'argent alors que vous en avez déjà trop.
d'après vos propres déclarations. Et on vous dit, on vous prête autant. La première chose, d'évaluer votre monnaie. Deuxième chose, bloquer les salaires. Troisième chose, diminuer les effectifs dans la fonction publique, dans l'armée et ailleurs. Et après, vous venez crier, vous venez vous plaindre, le chômage augmente. Mais c'est le chômage que vous créez vous-même, que vous entretenez vous-même. Le tribalisme, par ces accords-là, c'est vous-même qui le créez, qui l'entreprenez. L'hyper-religiosité, comme nous la vivons ici, c'est nous-mêmes, de par un certain nombre d'accords que nous signons. Nous avons suffisamment de moyens pour avoir de l'argent, pour avoir à vivre. Je crois ici qu'on devrait pouvoir mourir de suralimentation, pas de sous-alimentation. Parce que nos équipes envoyées à l'Équateur là-bas, ils vous donnent des chiffres effarants en ce qui concerne la malnutrition à l'Équateur. Allez à Kinshasa ici. Combien de familles mangent 3 repas par jour? Les gens ont l'impression que ça n'existe même pas. Hein. D'accord. Norbert Yamba, quelles sont les pistes de solutions pour rendre moins budgétivore, si vous voulez? Bon, bref, pour que la justice soit réellement sociale pour tous les Congolais, quelles sont les pistes de solutions selon vous? Merci beaucoup Peter. Cette question elle est pertinente. D'accord. Ça prend, ça absorbe tout ce que nous avons dit. Nous avons dit ici. Parce que nous pouvons bien dire ça marche pas, ça marche pas. Nous devons être à mesure de dire quelle est l'alternative. L'alternative c'est quoi? C'est très important. Non, mais en avance, c'est là je voudrais simplement tranquilliser le professeur Kalele en fait. À son époque, 3 000 $, c'est beaucoup d'argent en termes de salaire réel. En termes de salaire réel. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un arrangement institutionnel que nous avons aujourd'hui. Il y avait un président, il y avait 4 vice-présidents, il y avait des ministres. Il n'y avait pas d'assemblée provinciale. Et donc, toutes les structures des administrations subalternes, en fait, ça n'existait pas comme aujourd'hui, etc. Après eux, il y a eu... Donc c'était beaucoup d'argent quand même à cette époque. Oui, c'était beaucoup d'argent. Après eux, parce que non, moi je connais quand même un de ses collègues qui a construit de grands bâtiments là, dans la Gombe ici. En fait. Beaucoup d'entre eux, ils se sont construits, c'est pas 3 000 $, vous vous imaginez. Donc la corruption est endémique dans notre pays, en fait. La corruption est endémique. Mais je voudrais simplement dire que il y a un problème réel. Quand nous posons question de train de vie, c'est une question pertinente pour laquelle nous devons nous épargner des émotions toxiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans la logique du travail, la tension salariale ne peut pas excéder 10%. Ce qu'on assiste, c'est que ce principe n'est pas respecté. Ce principe n'est pas respecté. Or, on a créé beaucoup d'emplois, mais d'emplois que je considère non utilitaires. Regardez, quand vous prenez par exemple la présidence, j'ai les chiffres du régime précédent. Il y avait plus de 1000 personnes. La primature à l'époque, c'était plus de 600 personnes. Et vous avez des ministres, ça soit à l'échelle nationale. Et dans les cabinets des ministres, vous avez, n'est-ce pas, directeurs des cabinets, compagnie, etc. Et beaucoup d'entre eux ont rang 2. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Vous avez 52 gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous avez 10 ministres, la moyenne, par province. Vous avez, sur les 26 provinces, 260 ministres. Et avec leur cabinet, bien entendu. Alors, maintenant, lorsque vous arrivez aussi au niveau des entités territoriales décentralisées, villes, communes, secteurs, chefferies, ils sont 1450. Donc,
Si vous prenez par exemple 3 personnes par entité en tant qu'animateur exécutif, vous êtes dans les 5000 animateurs. Et toute proportion réservée, les projections qui ont été faites par le général Kaloum, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, on aurait, si les élections locales se tiennent, 11 000 députés. Et la tendance générale, c'est que la politique paye. Et donc avec 11 000, vous avez, s'il faut donner un véhicule à chacun, vous voyez ce que cela représente. Donc on va tout bouger. Et votre assertion risque d'être vraie en disant, mais est-ce que les institutions ne prennent pas? Et c'est ça le danger. Et poser cette question aujourd'hui, elle est pertinente pour qu'on fasse attention. Parce qu'on risque de construire une bourgeoisie comprador. Et ça, personne n'en lance la responsabilité parce que ça a daté depuis. Encore que maintenant, plus que jamais, on avance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais dire que le prof dit qu'il y a toujours des dépassements budgétaires. Oui, dépassements budgétaires. Mais en tout cas, moi je suis quand même financier. Un dépassement budgétaire n'est toujours pas une mauvaise gestion. Ça se justifie aussi. C'est pas tout, ça c'est évident. Ça peut arriver qu'une urgence se présente, etc. Si cela peut être justifié pour faire une délocalisation des moyens dans tel ou tel secteur qui est urgent. Par exemple, comme nous avons la guerre, vous avez prévu un certain nombre de choses, mais vous pouvez prendre l'argent parce qu'en réalité c'est une urgence, urgente. Donc tout dépassement n'est pas synonyme de... Alors, je reviens aux propositions. Vous savez, Peter, moi j'étais envoyé par Etienne Tshisekedi en 2011 à Berlin, chez les sociodémocrates, où j'ai passé un temps justement pour apprendre comment on peut monter, structurer les partis, mobiliser, faire des campagnes, compagnie, etc. J'arrive devant la chancellerie allemande. J'étais avec un ami allemand, je dis, mais je ne vois pas de militaires, je ne vois personne. Il dit, mais c'est Yamba, vous ne pouvez pas vous poser la question pour voir des militaires. Dans une société, lorsque la justice est pratiquée, lorsqu'il n'y a pas de différence significative entre les individus, la violence diminue. On n'a pas besoin de décaisser autant d'argent pour préserver je ne sais pas quoi, dès lors que chacun au moins est rassuré. Chacun est rassuré du minimum. Que vous ne voyez pas devant la chancellerie des hommes et des femmes. C'est très important. Et la construction de la justice, elle est fondamentale. Peter, en Singapour. Singapour, c'est un petit pays qui a la taille de 672 km². C'est pratiquement comme la commune de la Gombe. Mais ces pays-là disposent d'une économie 4 fois plus que l'Afrique du Sud. Vous savez, chez nous, l'Afrique du Sud, c'est l'unique pays que nous avons un peu la prospérité. Mais Singapour, qui est à la taille de la Gombe, c'est 4 fois l'économie sud-africaine. Vous savez pourquoi? C'était le leadership et le refus du divertissement, de la distraction de la démocratie. Cette démocratie ici, vous voyez, tout le monde tire au boulet rouge. Mais personne ne cherche des solutions. J'ai entendu le professeur dire, mais on peut donner une suralimentation. Mais écoutez, ça ne se ramasse pas. Il faut des stratégies. Et pour avoir des stratégies, mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui conçoivent, mais qui rendent opérationnelles ces stratégies. Et puis, un pays comme le nôtre, s'il te plaît, si c'est 11 milliards, à leur époque, ils n'avaient pas atteint même 1 milliard. Vous voyez ce que cela représente? Mais alors maintenant, avec 11 milliards, et vous avez 110 millions de personnes, vous allez suralimenter les gens avec la même politique? Ça ne se fait pas. Donc il faut à un moment donné que tous les politiques comprennent que même si demain la Mouka arrive au pouvoir, si on n'échange pas, on n'a pas des alternatives. Si on va dire que le Congo est riche, qu'elle est riche, il y a une différence nette entre potentialité et possibilité. L'économie, c'est la gestion des ressources rares. Ce n'est pas le fait que vous voyez un arbre et vous dites non, cet arbre-là, voilà, nous sommes riches. Arrêtez. Okay. Il faut mettre en valeur cet arbre-là. C'est très important. Et donc, tirer des conclusions dans cette perspective frise une certaine imposture intellectuelle. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Vous êtes là au pouvoir, Yamba Yamba. Est-ce que ça marche?
Parce que vous allez maintenant vous perdre en disant la Mouka. Il n'y a pas un problème de la Mouka ici. La Mouka n'est pas au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Est-ce que ça marche? Ça marche. On pose des jalons. Même le voyage le plus long commence par le premier pas. Le grand problème, c'est que vous voulez que nous fassions ce que les autres ont fait pendant 50 ans à 3 ans. Là, c'est pas bon. Vous étiez préparé ou pas? Ben, écoutez, on était préparés. On était préparés. On vole aussi. Mais le vol, ça, même à votre époque, vous avez construit des maisons. Ça veut dire le vol, non? Ce vol est devenu endémique. Le combat qui doit nous caractériser, c'est de pouvoir combattre la corruption. Ça, nous devons combattre. Parce qu'en réalité, excusez monsieur le professeur, vous risquez de me garer. En réalité, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un salaire de 3 000 $ et on vous donne des à côté des accessoires, c'est la corruption. Et c'est ce qu'il faut combattre. C'est ce qu'il faut combattre. Parce que vous savez, la Singapour, je vous avais dit ça, c'est 4 fois plus que l'économie sud-africaine. Mais pourquoi? Le président de la République a pris l'option d'avoir un salaire, rien que le salaire, pas d'à côté, pas dans. On lui donne 1 200 000 $ l'an. Ça veut dire, il ne peut pas avoir le frais de carburant, il ne peut pas avoir le frais de la boisson, il ne peut pas, et il doit s'acheter le véhicule lui-même à travers son salaire, il doit. Et alors maintenant, il est important qu'on puisse sortir véritablement de ces salaires qui est caché parfois et qui frise véritablement, ils sortent des complotations, etc. Mais la solution, professeur, nous devons être en mesure de produire des richesses. Et la production des richesses est le résultat de l'industrialisation. Personne ne vous trompe. Comment pouvez-vous imaginer? Le Congo est 4 fois plus que la France. Les potentialités congolaises sont loin plus que la France. Mais la France a 400 milliards du budget. Et nous avons 11 milliards. Pourquoi? C'est l'industrialisation. Et donc nous devons revisiter le système éducatif pour qu'on nous propose des hommes et des femmes qui sont capables véritablement de travailler dans des entreprises productrices. Et là, il faut décloisonner l'enseignement et les chefs d'entreprise. Il n'y a pas que ça. La technologie, même des priorités des enseignements qu'il faut réaliser. Un enseignement qui ne pousse pas à la création, à la créativité, pour produire par exemple des micros, pour produire par exemple des caméras, pour produire par exemple la table, etc. Il n'y aura pas de richesse, on ne peut pas exporter, on ne peut pas avoir de revenus en devises. Et bon, la suralimentation, en 1960, nous n'avions plus de sociétés agricoles. Nous avions 44% de recettes en devises. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors maintenant, il faut remettre tout ça. C'est 2%. C'est 2% seulement de budget au niveau de l'agriculture. Dans les 2 régimes précédents, la moyenne. Aujourd'hui, on est en train d'aller au-delà de 7%. Donc, c'est de tout ça qu'il faut comptabiliser. Et le débat deviendra très rationnel et pour permettre véritablement à tout et chacun d'apprécier la vérité. Patika Tanga. Je pense qu'ici, il s'agit de l'injustice que ressentent les Congolais lorsqu'ils entendent que les députés touchent 11 000 $. 21 000 $. 21 000 $. Les perspectives de faire un pays riche, oui, nous savons tous qu'est-ce qu'il faut pour les Congos. Si le Congo ne s'industrialise pas, si le Congo n'a pas une industrie agroalimentaire, si le Congo n'a pas une industrie agro-pastorale, si le Congo n'a pas une industrie électronique, si le Congo n'a pas, mais le Congo restera à l'état embryonnaire comme nation. Ça, nous le savons. Mais aujourd'hui, les Congolais nous posent la question, vous, la classe politique, comment se fait qu'un professeur est payé 200 $, un professeur d'université à peine 1000, 1200, et que les gens se tapent 21 000 $ à l'Assemblée nationale? Ça, c'est une question fondamentalement à laquelle nous devons apporter une réponse aux Congolais. C'est ce qu'ils attendent de nous, la réponse sur ces points-là. On ne doit pas se dérober à cette question-là. Et j'ai commencé ici par dire que le président de la République a eu raison de dire qu'il faut baisser les trains de vie de ces institutions. Donc lui-même a constaté, lui-même a constaté que la nation vivait, enfin les institutions de la République vivaient au-dessus des moyens parce que les Congolais n'entendent rien. Et donc il faut faire des propositions. J'en ai fait une. On ne peut pas en même temps vouloir que l'État baisse des trains de vie et en même temps ne pas faire des propositions. Non, moi j'ai dit il faut supprimer le Sénat. Voilà déjà une proposition palpable. Parce que le Sénégal l'a fait et on a affecté les moyens du Sénat à l'infrastructure en construisant les chemins de fer Dakar-Thiès. Voilà déjà une solution qui est palpable. On ne peut pas lorsqu'on propose une solution dire qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Mais dans ce cas-là, croisons les bras.
regardons l'injustice en face, puisque nous n'avons pas de solution à proposer. Parce que dès lors qu'on propose une solution, on dit qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Non, nous voulons améliorer. Non, pas qu'est-ce qu'on va faire. Comment il va être utilisé. Nous voulons mettre fin à cette injustice sociale et donc nous devons avoir le courage de proposer. Deuxième proposition, j'ai dit ici, les députés, être député est une responsabilité. Ce n'est pas pour aller s'enrichir. Et donc il faut supprimer les salaires. Il faut payer les gens au jeton de présence. Jeton de présence, 100 $. C'est à fixer le prix. Moi j'ai dit 100 $, on peut le mettre à 200, moi je ne sais pas. On va plus constater l'engouement qu'il y a pour devenir député. Exactement. On ne peut pas construire une société politisée. Nous avons vocation à construire une société intellectuelle, une société des gens qui réfléchissent comment créer des industries, comment créer des entreprises, comment devenir. Ce n'est pas l'État qui va faire que nous soyons riches. Ce sont les industries, ce sont les entreprises, ce sont les agriculteurs. Nous devons booster les secteurs économiques pour que demain, nous puissions peser, comme mon ami Norbert venait de dire, le cas de Singapour. Nous devons, parce que Singapour produit, nous ne produisons rien. Le maigre ressource de misère que nous avons, ce qui nous choque, c'est quoi? C'est que nous partageons la misère. Si on avait le moyen, si les professeurs d'université aussi étaient payés à 10 000, 20 000 $, que le pays était riche, ça ne choquerait à personne. Hein? Ça ne choquerait à personne que les députés soient payés parce qu'à ce moment-là... Que l'enseignant soit bien payé. Mais lorsqu'il y a injustice... Moins de 100 $. Lorsqu'il y a injustice, il faut fondamentalement trouver des remèdes pour mettre fin à cette injustice. Sinon, notre pays produira toujours de la violence. D'accord. Et j'ai dit ici, après avoir dit ça, j'ai mis Fayoulou devant ses responsabilités de nous apporter des éléments, parce que nous avons besoin des éléments pour étayer son assertion. Et pour le président de l'Assemblée nationale, il a le devoir, ce sont des fonds publics. Cette dotation-là qu'on met à la disposition de l'Assemblée nationale, ce sont des fonds publics et donc l'argent du contribuable. Monsieur Mbosso Kodia Pouanga, vous avez le devoir sacré de nous amener sur table pour être informé de comment vous gérez les fonds de la République qui sont mis à votre disposition. Je vais en terminer pour dire de faire attention aussi à la manipulation. De faire très attention à la manipulation. Vous allez remarquer que dès lors qu'il y a ce problème-là qui arrive, personne ne parle plus de l'Est. On a oublié parce que nous rentrons dans la distraction sur la touche 21 000, sur la ne touche rien, qui est un problème réel. Mais je dis attention, attention. Est-ce que ce n'est pas les ennemis de la République qui ont mis cette affaire sur la table? C'est Fayoulou qui a mis. Ce n'est pas Fayoulou. Nous en avons parlé depuis plus d'un mois. S'il devient ennemi de la République. Non, ce n'est pas Fayoulou. C'est Fayoulou qui a. C'est plus d'un mois. Nous en avons parlé. Fayoulou nous demandons des éléments. Mais Fayoulou vient d'en parler, ça fait 2-3 jours. Mais j'ai dit que, attention. Pour que ça ait ce tollé, que ça fasse ce tollé. Du coup, Bounagana, on n'a parlé plus. Tout le monde est focalisé sur le problème des députés. Attention, je comprends. Imaginez que les députés qui a vu, pardon, les militaires qui est à l'Est, qui a vu les députés avec les palissades. 52 000 $. Les militaires qui est à l'Est. 500 palissades peut construire 500 écoles. Pas 500, plus les Sénats. On a 120 sénateurs, non? Plus 500 députés. 108 sénateurs. On dit chaque palissade, c'est une école à l'intérieur. 120 sénateurs. Maintenant, c'est 108. Est-ce qu'ils sont payés 108? On a vérifié qu'on paye 108. Non, je n'ai aucune information. Ah, d'accord. Donc la Constitution parle de 120 sénateurs. Mais disons 108 sénateurs, 500 députés, ça fait 608. Imagine donc 608 palissades. Imagine les militaires 608 écoles. Hein? Imagine les militaires qui sont à l'Est de notre pays pour défendre la souveraineté du Congo. 52 000 $ palissade. Palissade, 52 000 $. Et aujourd'hui, ces militaires-là apprennent à la télévision que les mêmes députés qui a eu les palissades à 52 000 $, il est payé 21 000 $ le mois. Ce n'est pas de nature à démotiver ces policiers-là, qui lui est au front, a des difficultés même à avoir la ration alimentaire lorsqu'il va au combat. Ne parlons même pas des armes et munitions. Et il y a même des militaires qui achètent eux-mêmes leur tenue militaire. C'est de nature à démotiver ces gens, nos militaires qui sont à l'Est, qui sont chargés de se battre pour notre souveraineté, pour notre indépendance et pour notre intégrité territoriale. Donc faisons aussi très attention à la manipulation parce que ces genres d'informations profitent aux agresseurs du Congo. Ils peuvent dire à nos militaires, voilà, votre pays ne s'occupe même pas de vous. Ils se répartagent toute la manne financière. Mais j'ai dit, nous avons le devoir d'apporter des solutions, pas démotiver nos militaires qui sont à l'Est, qui se battent pour l'intégrité territoriale. Ne faites pas maintenant de la démagogie. Non, c'est pas les militaires vivent avec vous au quotidien. Vous avez des militaires, des policiers au camp Mobutu. Ils savent comment ils vivent
au Kabumba, ils savent comment ils vivent au quotidien. Dire que tel a plus que vous, vous ne leur apprenez rien. Parce qu'au jour le jour, ils savent qu'ils sont mal payés, sont mal logés, ne sont pas véhiculés. Ils le savent. Oui, mais certaines des solutions aussi. Ne savent pas qu'on dénonce seulement, ils sont mal véhiculés, ils sont mal logés. Il faut aussi des solutions. Qui fixe ce salaire? Qui doit les payer? Mais ici, le pays doit produire. C'est vrai que ce sont des gens qui relèvent de la fonction publique. Et j'ai dit, si vous n'avez pas de moyens, nous devons produire. Non, mais les moyens, vous les avez. Les moyens, vous en avez. Les moyens, vous les détournez. Yamba parle des universités qui produisent. Mais monsieur, allez dans les facultés des sciences. Qu'est-ce qu'ils ont comme laboratoire? Comme matériel de laboratoire? Est-ce que les facultés-là reçoivent des frais de fonctionnement? Pourquoi ils sont en grève? Toi, tu nous parles de Singapour, tu as été partout là-bas, tu es revenu. Qu'est-ce que tu as appliqué? Déclarer, c'est très facile. Faire du basket, c'est facile. Vous savez, le propre du basket, c'est que personne ne prend la responsabilité de garder longtemps la balle. Quand on l'a, on jette. Quand on l'a, on jette très vite. Le problème est réel. Les richesses de la nation sont inégalement reparties entre les citoyens. Il faut corriger cela. Quand on nous parle de l'enseignement du temps belge, de la santé du temps belge, on a déjà dit ici, c'est eux qui géraient pour que nous arrivions à cette situation. Maintenant, c'est nous qui gérons. Est-ce que c'est la même chose? C'est la catastrophe. Non? Vous avez des ministres de la santé qui détournent de l'argent donné pour soigner telle maladie. Et puis on ne les voit pas en prison. Vous avez des enseignants, de ministres de l'enseignement qui détournent de l'argent des enseignants. Ils ne sont pas en prison. Il faut attendre d'aller à Singapour pour ça. Quelle est notre responsabilité dans tout ça? Ce n'est pas la responsabilité de ce monsieur-là, qui doit prendre la décision. Vous dénoncez le mal sur la place publique, mais vous êtes celui qui doit prendre la décision pour changer. Vous ne la prenez pas. Vous voulez que qui la prenne? Donc, chacun veut se disculper. En définitive, on dit que c'est l'homme de la rue qui doit prendre la décision. Non? Qui vote le budget? Si les militaires sont mal payés, on s'attendait à ce qu'avec la guerre à l'Est là-bas, on augmente le budget de l'armée. On a voté le dernier budget. L'augmentation était de combien? Et c'était après que Toumba et à la place en bas ici, le monument du soldat là-bas. Il disait au Premier ministre, le Premier ministre qui était là-bas, nous avons, la capacité de mettre fin à la guerre à l'Est. J'ai des éléments qui peuvent s'y mettre. Je réclame les moyens. C'est combien de fois qu'on réclame les moyens? Pourquoi ils ne sont pas donnés? Pourquoi à la place de leur donner des moyens, on recrute des mercenaires? Tous les Rwandais, les Ougandais qui viennent là, ils viennent faire quoi?
alors que vous avez une armée dont on a démontré l'efficacité ici, dans une émission, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On a dit même ici que le Rwanda et l'Ouganda étaient donnés en cadeau, en récompense à la bravoure de la force publique. Vous laissez dépérir ces messieurs-là, vous les traitez comme vous les traitez, avec cette solde, vous les logez là où vous les logez et puis vous criez. Non, ce n'est pas correct. Merci beaucoup. Fossé, sinon tout le monde voudra encore réagir. Un mot, allez-y. Non, je voudrais simplement dire au prof que cette table, c'est un laboratoire qui doit produire des inputs, qui doit permettre aux dirigeants de prendre des décisions rationnelles. C'est comme ça qu'on ne s'est pas présenté en termes de parti politique. En tout cas, vous êtes là, Mouka, mais vous êtes là comme professeur. Moi, je suis d'épaisse, mais je ne suis pas présenté. Maï, mais tous sont des hommes et des femmes, c'est bien entendu, qui travaillent pour apprendre et proposer ce que nous sommes capables de le faire. Donc, il n'y a pas d'émotion là-dessus. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un débat de fond autour de la qualité des produits qui viennent, n'est-ce pas, de nos écoles, de nos universités. Leur capacité de prestation à l'utilisation par ceux qui en ont besoin. C'est très important. On produit, mais parfois des gens qui ont des diplômes, qui sont devenus de luxe, mais qui n'ont aucune importance dans la société. Chacun doit mettre le prix en fonction de la hauteur de ce qui représente son impact par rapport à la société. Deuxième chose, non, prof, si j'ai parlé de Singapour, c'est une expérience. J'ai fait 65 pays. J'ai cumulé un certain nombre d'expériences. Dans le sens d'apprendre comment les autres ont fait. Je n'ai pas eu la chance d'être ministre comme vous. Mais je dis que voilà ce qui s'est passé ailleurs. Voilà ce qu'il faut prendre comme position. Parce qu'à Singapour, on n'a pas cette démocratie-là, on t'insulte à longueur de journée. Il y a une discipline. Même les marches sont réalisées dans un stade, avec des minutes bien précises. Si vous terminez, vous rentrez à la maison. On a compris ce que vous voulez. Mais un leader, Lee Kuan Yew, je sais que le professeur connaît ça, mais il a fait Singapour, n'est-ce pas, une grande nation à travers le monde. C'est cette expérience que je donnais en disant, oui, démocratie, mais produisons, devenons efficaces en termes d'économie. Nous n'allons pas inventer la production. Il faut produire, mais alors pour produire, il faut des stratégies. Certainement, quand vous dites, il faut prendre une décision. Vous dites, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce que vous avez amené? Moi, je vais faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Je propose. Très bien. Je propose. On a fini. Bon, si on écoute, et regardez comment vous, professeur d'université de son état, une expérience qui a produit de l'impact, vous êtes en train de réfuter comme ça. Alors, à fortiori, n'importe qui. Non, non. Sincèrement, il faut à un moment donné que nous comprenions que même le huissier, même le menuisier, même l'architecte, même les maçons, quand il dit quelque chose qui concerne ce qu'il fait, il est toujours utile d'apporter quelque chose. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie. Vous constaterez qu'à la fin de l'émission, notre habitué Albert Moleka n'est pas avec nous. Nous sommes à la télévision Précision de taille et urgence. Albert Moleka, urgence. Il nous a quittés pour 2 urgences d'ailleurs, je crois. Et il s'en est excusé. Merci en tout cas à vous. Le débat, vous avez constaté aujourd'hui, est assez chaud quand même parce que il évadait la vie des Congolais, de la justice sociale. Le plus important, c'est que le Congo appartient à nous tous. Nous sommes tous des co-héritiers du Congo. Hein? Des copropriétaires. Des copropriétaires, voilà le terme. Ça nous appartient à nous tous, ce pays. Il n'y a personne qui est propriétaire du Congo plus que l'autre. Tout Congolais doit savoir dans sa tête que ce pays, il a une partie de ce pays qui lui appartient à lui. C'est l'héritage que nous ont légué nos ancêtres. La force publique, quand ils se battaient pour prendre des territoires dans ces pays, pour chasser l'ennemi, c'est pour que nous soyons en paix. Et nous qui sommes là aujourd'hui, devons tout faire pour que chaque Congolais se retrouve avec un petit rien. Pendant que nous réalisons cette émission,
Il y a encore des Congolais qui ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école lundi parce qu'ils n'ont pas encore fini la rentrée scolaire. Le gouvernement ne devrait pas acheter la rentrée scolaire pour remettre à toutes les familles au Congo. Mais ceux qui nous dirigent devaient mettre un cadre qui permette à tout Congolais de savoir se retrouver pour résoudre le problème qu'il a sur lui. Peuple Azo-Senganini. Le niveau du manger au XXIe siècle. Est-ce que le Congolais mange? L'habillement, le vestimentaire, le moyen de déplacement, envoyer son enfant à l'école, envoyer son enfant à l'hôpital quand il se fait soigner. C'est tout ce que le Congolais demande. Il n'est pas très exigeant, le Congolais. Qu'il ait son minimum. Et vous qui nous dirigez, soyez en mesure de donner à la population ce minimum. Parce que nous avons suffisamment de richesses intellectuelles, sol, sous-sol, physiques, mentales, qui peuvent faire en sorte que nous puissions répondre aux besoins. Le professeur Kalala a dit quelque chose de très important l'autre fois ici, c'est face aux problèmes que l'homme réfléchissait toujours pour trouver des solutions aux problèmes dans le passé. Et Norbert Yamba Patikatanga, même Albert Moleka, ont dit dans les jours passés que nous devons être en mesure, nous, de proposer des solutions et de trouver des solutions sur deux problèmes pour nous et pour les générations futures. Nous y arriverons. Moi, j'y crois. Comme Siméon, je crois dans la Bible, à un Congo nouveau, un Congo meilleur, un Congo de changement. C'est encore possible. L'impossible n'est pas congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci beaucoup. On se dit bonjour.